Salut et bienvenue sur Anakaland. Pour commencer, je vous souhaite à tous ainsi qu'à vos proches une très belle année 2024, pleine de succès, de bonheur et de santé. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les épisodes 7, 8 et 9 de Monarch Legacy of Monsters, la série d'Apple TV qui aurait mérité sa place dans le top série 2023, mais elle n'était pas terminée, donc tant pis pour elle. Après les épisodes 7 et 8 un peu légers, mais qui s'inscrivent toutefois dans la narration globale de la série, se concentrant d'abord sur les personnages et leurs histoires, on a donc eu un épisode 9 des plus intéressants, qui relance l'intrigue et remet la série sur des rails plus épiques pour préparer son final. Un épisode donc toujours aussi bien réalisé, avec son ambiance unique et ses nouveaux mystères, mais un découpage un peu plus chaotique entre les diverses chronologies que dans les épisodes précédents. Préparez-vous donc à une nouvelle plongée dans le Monsterverse, mais un peu différente des précédentes, car dans cette vidéo vous aurez la review de 3 épisodes et non pas de 2 comme à mon habitude. Et la raison est très simple, j'avais enregistré la semaine dernière tout en sachant pertinemment que je ne pourrais pas monter la vidéo. Donc on va aussi voyager entre plusieurs chronologies dans cette vidéo, avec une première partie enregistrée après l'épisode 8 et enfin la review du jour avec l'épisode 9 pour se préparer au grand final de la semaine prochaine. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez naviguer entre les différentes parties qui vous intéressent grâce au chapitrage. Et pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi aussi en commentaire, tant qu'on y est, ce que vous avez pensé de la série jusque-là. Et sur ce, c'est parti. Le 7ème épisode, intitulé Qui est vraiment May, pose donc son thème sans équivoque. On va enfin en apprendre plus sur May après qu'elle ait avoué sa trahison à la fin de l'épisode précédent. L'épisode reprend juste après le réveil de Godzilla et le crash de l'hélico de Tim dans le désert. Les jeunes sont dans un aéroport en Algérie à accuser le coup, entre leur père qui réveille Godzilla et la trahison de leur ami. Puis May se fait enlever, avec son consentement, ce qui est le plus surprenant. Elle prend donc un jet privé avec des cravateux, des genres de Men in Black qu'on veut nous présenter comme de nouveaux antagonistes. Encore. Mais qui sont-ils? À cet instant, le mystère est encore entier. Est-ce le gouvernement qu'elle fuyait depuis tout ce temps? Pas tout à fait. On comprend que cette nouvelle entité s'intéresse beaucoup à Monarch, mais qu'il s'agit d'une entreprise du privé. Un géant de la tech pour qui May avait bossé avant de s'enfuir. On découvre qu'elle avait mis la main sur un secret, dangereux, qui l'a poussé à disparaître. Donc ces nouveaux venus dans la partie et la disparition de May vont donc pousser Kentaro et Kate à s'associer à Tim, et donc à Monarch. Enfin. Et c'est là qu'on devine qu'ils ne sont pas prêts de comprendre la véritable mission de leur père. Il va falloir un sacré événement pour leur faire comprendre le vrai rôle de Godzilla et ses petits copains à la fois majestueux et terrifiants. Et pendant leur recherche de May, ils vont découvrir la vérité sur son identité. Ils se rendent donc à Seattle pour rencontrer sa famille. Ici, on a droit à un petit truc drôle, et ça manquait dans ces derniers épisodes. Quand Tim qui avance déterminé, presque épique, et qu'il manque de se vautrer sur le trottoir. En plus, on découvre que c'est un vrai geek, il gère en culture manga. À l'aise, il sort un bobard bien crédible à la mer. Là où d'autres fans de base auraient parlé des œuvres, lui, il sort carrément le nom des auteurs. Après leur échec auprès de la famille de May, on assiste à divers flashbacks sur le passé de la jeune femme. Encore une fois, on est sur un récit très proche des personnages. La série reste à échelle humaine pour nous présenter des portraits de personnalités complexes et entières. Et ce, avant de simplement nous montrer une série d'aventures et de monstres. May s'appelle donc en réalité Cora. Elle avait été recrutée comme programmeuse par AET, une puissante société de la tech. Et elle avait découvert un secret concernant des recherches interdites avant d'en pirater les données. De quoi s'agit-il? On n'en sait rien encore. Et peut-être qu'on n'en saura jamais plus. Car d'une, ils sont interrompus par Tim et les autres, qui déclenchent carrément une alerte aux titans sur tout Seattle pour faire diversion, et surtout car cet élément du passé de May a principalement pour but de nous montrer que, évidemment, AET n'est qu'une filiale de Apex Technologies, ou plutôt qu'elle va devenir Apex Technologies. Qui, vous vous en doutez, prépare déjà des trucs sales, qui mèneront à terme à Mechagodzilla. Ils étudient donc déjà les titans et tout ce qui permettra de se faire du fric sur leur dos. La boss d'AET demande donc à May de jouer les espionnes chez Monarch en échange de sa liberté. Sauf qu'elle refuse de se joindre à eux pour justement ne pas mettre ses amis en danger. Mais ça, c'était sans compter sur Monarch qui passe eux-mêmes un marché avec AET pour la libérer. Et pourquoi? On ne sait pas trop, juste parce que c'est la copine des gamins. En plus, on ne sait pas vraiment de quel accord il s'agit, probablement de partage de ressources ou de connaissances plus certainement, ce qui va permettre à l'entreprise de faire ses coups en douce. Mais seront-ils de véritables antagonistes récurrents dans la série? Rien n'est moins sûr. La série passe son temps à nous induire en erreur sur qui sont les véritables méchants. Même si j'avoue que ça serait pas mal de voir s'opposer Monarch à Apex au fil des saisons, jusqu'au réveil du monstre mécanique dans quelques années. Ce sera aussi l'occasion d'aborder leur trafic de pièces détachées de titans, avec des personnages comme Jonah qui leur a vendu la tête de Ghidorah après Godzilla 2. En réponse à ça, et à la panique qu'il a semée à Seattle, Tim a notamment la très bonne idée de vouloir que Monarch sorte de l'ombre, devienne officielle. L'agence entre donc dans la lumière, donnant un visage à la lutte contre les mutos, et donc l'espoir devient concret pour l'humanité.
Et concernant Shaw, on le retrouve en position d'adversaire dans ces épisodes, alors qu'il s'empare de la base d'Alaska. Il n'était donc pas vraiment parti à la suite de Godzilla dans le désert, mais ils ont trouvé le moyen d'aller très vite jusqu'en Alaska. Maintenant, c'est Shaw qu'on nous présente comme antagoniste. Serait-ce un coup d'état interne à Monarch ou quelque chose de bien plus grand et ambitieux? Car c'est un peu bizarre car il fait péter la faille. Il semble savoir comment les refermer et renvoyer les monstres de l'autre côté. Mais pourquoi fait-il ça alors que Monarch semble penser que ça va aggraver les choses, vu que ça provoque une augmentation des radiations sur les autres sites. Un genre d'histoire de pression qui augmente quand on bouche un trou. À ce moment, j'avoue que je ne comprenais pas bien son objectif. Moi qui pensais qu'il avait compris leur utilité, aux monstres, et qu'il allait donc les laisser faire leur taf, comme de réguler le climat par exemple. Mais à ce stade, on n'en savait pas encore assez pour découvrir l'ampleur du plan de Shaw. Ce qui nous mène donc à l'épisode 8, les origines, qui pour le coup était quand même bien plus intéressant que le précédent. On repart évidemment dans le passé où on retrouve Shaw, Billy et surtout Keiko qui tentent toujours de naviguer au milieu des méandres de la politique de l'armée américaine et surtout du manque de vision de leur nouveau colonel, aussi stupide que sceptique. Leur travail n'a certes pas fourni de véritables preuves de l'existence des monstres, si ce n'est de Godzilla qu'ils croient morts, et en plus l'armée veut rediriger les fonds de Monarch vers la lutte contre les rouges, les cocos venus du RSS. Les trois amis sont évidemment toujours très inquiets de la course à l'armement, surtout que maintenant c'est le temps de la guerre froide, et clairement c'était pas une période des plus calmes à ce niveau-là. Que ce soit pour la fabrication d'armes ou tout simplement concernant la sécurité nationale. Une grande période de paranoïa était donc sur le point de commencer, et par conséquent la chasse aux monstres n'est plus une priorité. Nos trois amis sont donc mis au placard et ils doivent trouver un moyen de revenir dans les petits papiers des dirigeants. Pour cela, ils doivent rapidement prouver l'existence des monstres et donc prouver le bien fondé de leur travail. Mais pas de Godzilla car ils veulent continuer à le protéger et donc à cacher sa survie. Et c'est dans ce but que Billy Randa met au point sa toute première théorie de la Terre creuse, qui est brillante, il fallait y penser, et merci les fourmis. Ce qui va finalement aboutir à la théorie de Shaw disant que Godzilla serait une sorte de gardien de zoo ou de prison pour les créatures vivant dans la Terre creuse. Et on découvre enfin la vérité sur la généalogie d'Hiroshi. Keiko avait déjà un fils avant de rejoindre Monarch ou même de se marier avec Bill. Son père est japonais, il n'est donc ni le fils de Bill ni celui de Shaw. Mais il sera peut-être la raison de l'éloignement de Shaw au profit de Billy. Shaw n'est pas vraiment le genre à devenir père alors que Billy, lui, semblait tout indiquer. De plus, dans le présent, on apprend que Kate aussi s'attendait à ce que Shaw leur annonce qu'il était leur grand-père. Donc ça va, j'étais pas le seul, j'avais pas halluciné. Ensuite, dans le présent, la bande rejoint enfin Monarch. Même si ici la notion d'héritage devient une excuse à leur association, plutôt que leur véritable compétence à traquer Shaw ou les monstres. De plus, on voit que Monarch était encore une petite agence décrépite. Tout le budget passe probablement dans les postes d'observation et il ne reste plus rien pour le siège. Sauf peut-être pour leur salle des opérations qui elle est à la pointe. Après un rapide topo sur les actions de Shaw, et divers sous-entendus sur l'affection grandissante de Kate pour May, enfin Cora, les jeunes et Tim tentent de comprendre quel sera le prochain move du renégat. Et c'est en découvrant que leur grand-mère avait elle aussi perdu la vie à cause de son travail chez Monarch, que Kate identifie la faille du Kazakhstan comme l'objectif de Tonton Lee. Cette faille, aperçue dans l'épisode 2 en 1959, qui cristallise justement tous les regrets de Shaw. Et ça tombe bien, on arrive au petit moment monstre de ces épisodes. Les espèces d'acariens qui ont tué Keiko ont mué, pour donner des trucs encore plus dégueux et dangereux. J'avoue que là, c'est pas vraiment mon style de monstre préféré. Je suis plus impatient de voir Godzilla se friter avec le dragon dans la suite. Mais la construction narrative autour de ces bestioles, bien que très évidente, avec le coup des mus qui apparaissent quand un insecte grandit, il permet surtout un de ces rares passages marrants de la série, pour détendre l'atmosphère avec Tim qui se chie dessus en découvrant les mus. Ces petits moments pourraient être considérés comme des ruptures trop franches dans les récits angoissants de l'intrigue. Mais je les vois plutôt comme un moyen pour la série d'assumer vouloir rester tout public, tout en continuant à construire la relation de ses personnages. Car il ne faut pas oublier justement que depuis le début, Tim fait office de comic relief et de punching ball à tous les personnages. Tim. Enfin, cet affrontement entre les deux groupes autour du trou béant va mener à une conversation très lourde de sens et de conséquences pour la suite. Shaw veut passer le flambeau à la nouvelle génération Randa, mais pas seulement, il veut aussi les convaincre de sa théorie, celle de leur grand-père et de leur grand-mère. Il compte sur eux pour remettre Monarch sur la bonne voie. Il s'isole donc avec Kate et lui parle de sa grand-mère, et de cet échange de regards entre elle et Godzilla, faisant d'abord appel à ses émotions. Donc le chemin de Kate pour accepter la vraie nature de Godzilla est en cours, et il va sûrement s'accélérer de façon grandiose dans l'épisode 9. Tout simplement car ils vont visiter la Terre creuse, et ça va être énorme. Toutefois, Shaw n'a aucune preuve à montrer à Kate pour la convaincre. C'est alors qu'il emploie le mot interdit en science, la foi. Shaw fait appel à la foi pour confirmer sa théorie. Mais pas seulement, on ressent aussi une tentative de rédemption pour la mort de ses amis dans ce projet un peu dingue de refermer les failles. Car s'il avait pu les protéger et empêcher leur mort, ils auraient pu faire ce qu'il fallait pour sauver le monde à la tête de Monarch. Donc dans l'esprit d'un soldat comme lui, avec le complexe du héros, c'est lui qui est responsable du JD et de tout ce qui s'ensuit.
Rédemption pour leur mort, oui, mais aussi et surtout pour les avoir trahis il y a bien longtemps et avoir balancé au général Puckett que Godzilla était encore en vie après les bombes dans les atolls. Chose que les deux autres lui avaient fait promettre de ne pas faire, mais c'était la seule solution pour sauver leur travail et leur position à la tête de Monarch. Ainsi, il avait assuré la pérennité de Monarch mais au prix de leur confiance. Et donc, Kate, qui a encore du mal à être convaincue, ne va pas tarder à le regretter. Car juste quand Shaw ordonne l'évacuation de la vieille centrale soviétique, les insectes géants, dignes du bon vieux Starship Trooper, passent à l'attaque. Dans la confusion, alors que tout commence à s'effondrer, May tombe dans le trou la première, puis c'est au tour de Kate, ne voulant pas abandonner sa nouvelle copine, de se précipiter dans la faille. Mais Shaw veille au grain et la rattrape. Ici, on remarquera le miroir évident fait avec la scène de la mort de Keiko, sauf que cette fois, quoi qu'il arrive, il ne lâchera pas. Et il tombe donc avec elle dans la faille. Ce qui au final est peut-être mieux, sinon ils auraient fini pulvérisés par l'explosion. Qui laisse elle aussi un petit suspense sur l'état de Kentaro, Tim et les autres après les bombes. Ainsi, la boucle est bouclée. Le premier site que l'on a visité dans la série devient le théâtre de cet ultime affrontement entre les deux factions de Monarch, et donc de nos personnages. Car c'est bien un conflit d'idéologie au sein même de Monarch qui est le vrai problème. Il n'y a pas vraiment de méchants dans cette histoire, à part peut-être l'armée comme dans tous les films de la franchise. Et bien sûr, Apex, vu dans l'épisode 7, qui sera probablement un antagoniste pour la suite. Cette longue conversation est aussi ce qui me fait dire que le personnage de Lee Shaw, dans sa version de Kurt Russell, pourrait ne pas survivre à cette saison. Le personnage a accompli son destin et a transmis le flambeau, et l'acteur a lancé la série grâce à son nom, mais aussi son talent. Donc ces deux épisodes étaient malheureusement moins palpitants ou épiques que les précédents, mais il était temps d'obtenir des réponses à nos nombreuses questions. Donc deux épisodes intermédiaires centrés sur les motivations des différents personnages. Mais évidemment, mais aussi pour Shaw, accablé par ses choix passés, ainsi que Kentaro et Kate. Le frangin refuse de continuer à poursuivre leur père qui les a abandonnés, mais il comprend toutefois ses motivations et celles de Shaw. Alors que sa sœur de son côté, qui détestait Godzilla et tous les monstres, a vécu un moment privilégié avec le roi des titans, et devient plus proche de l'idéologie de Monarch. Jusqu'à ce que Shaw, et surtout leur petit périple dans le prochain épisode, va la convaincre d'accepter son héritage. Car on va clairement passer à la vitesse supérieure niveau action, scène épique et surtout monstres majestueux et terrifiants dans l'épisode 9 en plein royaume oublié. Et probablement aussi avec le final dans l'épisode 10. Sauf que je ne sais pas encore si je suis plus hypé par le final dans le présent ou celui dans le passé. J'espère juste que les deux seront à la hauteur. Et je n'étais pas loin de la vérité. Cet épisode, bien que pas aussi palpitant que ce que j'aurais espéré, pose bien les jalons pour un final dans le royaume des monstres qui sera, j'en suis sûr, épiquement épique. La chronologie, comme je le disais, est un peu plus chaotique dans cet épisode, contrairement à d'habitude avec un découpage plutôt clair entre les timelines. Ici, les événements du passé et du présent se mêlent, avec en plus un passage par le monde secret des titans où sont coincés certains de nos héros. Pour commencer par le plus simple, on retrouve d'abord Kentaro et Tim dans un hôpital japonais. Ils ont survécu à l'explosion au Kazakhstan et ont été évacués jusqu'ici pour être soignés. Kentaro est donc en vie, mais il vient de tout perdre comme le lui annonce la directrice adjointe de Monarch. Et en plus, il lui annonce qu'ils n'ont plus besoin de lui vu que le problème Shaw semble réglé. Et donc il le laisse là, seul et en deuil. Le jeune homme tente donc de reprendre sa vie auprès de sa mère, qui ne peut même pas imaginer comprendre ce que son fils a vécu, mais elle fait de son mieux. En bonne mère japonaise, elle lui parle direct de son travail, alors que bon, il vient de perdre sa sœur juste après l'avoir rencontrée. Et la cerise sur le gâteau, son père est un enfoiré de menteur qui les a abandonnés. Et pire que tout, c'est Hiro qui les a mis en danger et c'est à cause de lui que Ken a perdu les filles et Shaw. Et justement, il va avoir l'occasion de lui dire ses 4 vérités alors qu'Hiroshi débarque à son bureau Tokyo 8 comme une fleur, comme si de rien n'était. Mais bien sûr uniquement pour poursuivre ses recherches. Sauf que malheureusement pour lui, il tombe sur son fils, qui va lui faire passer un sale quart d'heure. Alors que le père tente de se justifier sur ses choix de vie, on comprend vite que sa double vie et ses mensonges n'est plus vraiment un enjeu d'importance pour son fils. Sa souffrance est ailleurs, et il la balance à la face de son père en lui annonçant la mort de Kate, par sa faute. Et heureusement notre papa de l'année s'effondre quand même en apprenant la mort de sa fille. Au moins il a encore un cœur, qui est sûrement brisé après avoir perdu encore un membre de sa famille à cause de Monarch. Ces éléments du présent dans cet épisode ne sont pas nombreux, mais posent bien la nouvelle situation pour Kentaro et son père. On voit aussi rapidement les incompétents de Monarch qui paniquent et s'activent pour comprendre ce qu'il se passe dans les failles. Et ils ne sont clairement pas prêts à y faire face. Concernant le passé, on retrouve Shaw et Billy dans le Kansas en 1962. Les deux acolytes sont sur le point de lancer leur grand projet, le projet Sablier, qui consiste à envoyer une équipe à travers une des failles pour explorer le pays des Titans. La série fait ici un parallèle des plus intéressants avec le projet Apollo, qui n'en était encore qu'à ses débuts en 1962. En effet, alors que toute l'Amérique regarde la Lune et l'espace, Monarch regarde en dessous, là où se trouve vraiment l'aventure. Mais évidemment, ce premier voyage ne se passe pas comme prévu, et l'entrée de la sphère provoque la fermeture de la faille, comme l'ont fait les bombes de Shaw dans les épisodes précédents. Ainsi, l'épisode va se centrer sur les 2 voyages de Shaw dans la Terre creuse. Toutefois, après l'échec de l'opération en 62, le gouvernement a coupé les fonds de Monarch. Bill Randa s'est donc retrouvé seul à la tête de Monarch, sans argent ni crédibilité.
ce qui explique pourquoi il a sombré dans la folie et qu'il était prêt à tout pour prouver ses théories en allant sur Skull Island une décennie plus tard, car il ne pouvait pas abandonner. I won't. A l'époque, Shaw n'est toutefois pas resté longtemps sous terre. En tout cas, pour lui, ça n'a pas semblé très long. Lui et son équipe ont à peine eu le temps d'atterrir, de tenter de faire une petite reconnaissance, puis le fameux dragon, encore lui, les a attaqués et a provoqué le retour express de Shaw. Enfin express, pas vraiment, car après son retour, on retrouve Shaw, lui aussi dans un hôpital japonais, mais en 1982, soit 20 ans après sa disparition du Kansas. Billy n'est plus en vie et Hiro a vieilli et est devenu membre de Monarch. Ainsi on comprend enfin la raison à la longévité étrange de Shaw. Il n'a donc pas 90 ans, mais bien 70, comme son interprète. Et plutôt que de le garder auprès d'eux pour bénéficier de sa sagesse, Monarch décide de le mettre à la retraite dans la maison où les jeunes l'avaient retrouvé en 2015. On a d'ailleurs un moment de réalisation plutôt sympa qui nous montre comment le temps a passé pour lui, avec le montage en passant de Wyatt Russell à Kurt. Enfermé et drogué devant la télé, il a vieilli sans rien vivre de sa vie, jusqu'aux événements du JD qui l'ont réveillé et ramené à la réalité. Monarch ne l'a pas écouté, ils l'ont mis au vert pour ne pas avoir à l'écouter, sauf qu'il savait, il avait raison, la menace était bien réelle. Cela veut-il dire que le récit de Lee Shaw dans son ensemble est terminé, et que les deux versions du personnage vont quitter la série pour la suite? Même s'il reste encore quelques vides dans la genèse de Monarch, de l'histoire entre Keiko et Bill, ou même de leur recherche après la mort de Keiko. Enfin, le plus intéressant dans cet épisode 9, le petit voyage de nos héros dans le royaume des monstres. Tout d'abord, on y suit Shaw qui connaît les lieux, et qui retrouve May. Il la sauve notamment d'un phénomène électrique un peu dingue, des décharges qui jaillissent du sol. Clairement, ils ne sont plus au Kansas dorénavant. Mais, complètement en panique, ne comprend pas très vite ce qu'il se passe. Et quand Shaw tente plus ou moins de lui expliquer ce qu'il se passe et où ils sont, il laisse déjà suspecter, sans le dire clairement, que le temps ne se déroule pas de façon égale ou linéaire dans cet autre monde. Mais la jeune femme est surtout concentrée sur Kate, qui a disparu et pour qui elle s'inquiète vraiment beaucoup. Mais nous, on la retrouve enfin alors qu'elle fait la rencontre d'un sanglier géant à épines, mais surtout alors qu'elle tombe sur sa grand-mère qui a vécu là depuis tout ce temps, et qui est devenue une véritable Lara Croft, apparemment, pour survivre dans ce monde hostile. Ce qui annonce donc du très lourd pour le final de la semaine prochaine. À présent, c'est la question du temps qui se pose. Combien de temps est passé pour Keiko ici-bas? Et surtout, ça nous laisse envisager que leur retour à la surface va peut-être se faire plus tard qu'ils ne le pensent. Donc on pourra avoir une ellipse qui ferait avancer la série jusqu'à des événements connus des films ou carrément jusqu'en 2023 ou 2024 dans notre présent, où elle retrouverait alors Kentaro et son père pour qui le temps a passé et pour reprendre leur travail. Car même si Kate ne voulait plus rien avoir à faire avec les monstres, ce qui ne sera pas le cas, Keiko, quant à elle, si elle revient, pourrait enfin remettre vraiment Monarch sur la bonne voie. En plus, c'est une femme forte et brillante qui serait plus faite pour notre époque que la sienne. Ainsi, son retour, pourquoi pas à la tête de Monarch, tant qu'à faire, serait de très bon augure, car entre elle et Serizawa, l'agence serait enfin entre de bonnes mains. Sauf si bien sûr, ils reviennent après la mort de Serizawa. Il y a aussi la question du signal que Monarch a identifié dans l'énergie émise par les failles depuis le début de cette crise. Ce signal est envoyé depuis le monde creux depuis bien longtemps apparemment. Donc il est presque certain que c'est Keiko qui en est à l'origine. Et qu'elle s'en est servie depuis pour tenter de communiquer, ou plutôt pour appeler à l'aide, espérant qu'on renverrait quelqu'un pour la sortir de là. Mais vu que les bureaucrates ont coupé les vivres à l'agence, plus personne n'était en mesure de recevoir le message, et encore moins de venir la chercher. Et le fameux dragon, déjà vu plusieurs fois dans la série, serait-il une sorte de gardien du passage qui rôderait près des failles pour empêcher les humains d'entrer, comme Godzilla le fait pour les monstres de l'autre côté? Et sera-t-il véritablement l'ultime obstacle entre nos héros et leur retour? L'aide de Godzilla sera-t-elle suffisante, ou au final Shaw devra-t-il se sacrifier pour permettre aux trois femmes de repartir sur Terre? Et son personnage va-t-il donc vraiment tirer sa révérence à la fin de cette saison? Ça semblerait logique dans la narration, mais ça serait tout de même dommage que l'un des meilleurs personnages de la série ne disparaisse. Après, comme je le disais, on aurait encore une chance de revoir sa version jeune lors des futurs flashbacks concernant Keiko. Elle deviendrait alors le lien entre le passé et le présent à la place de Shaw. Et j'ajouterai aussi que le personnage de May n'a vraiment rien à apporter à l'histoire, malgré son développement assez léger dans l'épisode 7. Depuis, elle est toujours qu'un personnage très secondaire qu'il faut sauver et qui ne sert plus à rien s'il n'y a pas un ordinateur dans l'équation. Mais espérons toutefois qu'elle pourrait enfin se réveiller dans le final ou dans la saison 2, une fois devant les machines de Monarch. Et enfin, par-delà la logique, il y a la vérité. Cette phrase qui résume à la perfection la philosophie des fondateurs de Monarch se vérifie donc ici, avec cette histoire de flux temporel. Et qui explique aussi, malheureusement, pourquoi personne n'a voulu croire Billy alors qu'il se retrouvait seul, et même Shaw après son retour. Quand une vérité est trop difficile à accepter, on préfère l'ignorer, surtout en politique. Voilà, c'en est tout pour cette avant-dernière vidéo sur Monarch saison 1. Merci à vous de l'avoir regardé et ne manquez surtout pas le final et le bilan complet de la saison qui arrivera la semaine prochaine. Donc pour ça, quoi de plus simple que de s'abonner à la chaîne. Et tant qu'à faire, laissez-moi votre avis en commentaire avec votre plus beau like. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite encore une merveilleuse année et à très vite sur Anakaland. Bye.